Je suis fatiguée de raconter mon histoire. Parce que quand je raconte mon histoire, il n'y a personne qui me croit. Alors, j'ai décidé d'en faire un film. Abo, c'est une jeune fille belgo-congolaise qui habite à Bruxelles et qui est amenée un jour à participer à un circuit de découverte de Bruxelles, en particulier des traces de la mémoire coloniale. Et puis, on comprend que Abo n'a pas connu son père, qui est congolais. Et au cours de ce circuit, elle va redécouvrir toute l'histoire de sa famille. Elle part en fait à la recherche de l'histoire de sa famille et de l'histoire de ce pays qu'elle n'a jamais connu. Et voilà. Et on se plonge dans cette histoire-là. On remonte à il y a 150 ans, donc les débuts de l'épopée coloniale avec l'État indépendant de Léopold II, puis ce qu'on a appelé le Congo, entre guillemets, le Congo belge. Et puis les luttes de libération, l'indépendance et aussi un volet très important, le néocolonialisme. Et on passe effectivement du caoutchouc rouge, donc l'époque qu'on a appelée des excès, mais on va pouvoir y revenir. Est-ce que c'était des excès ou un système? Des excès de la période de Léopold II jusqu'au rouge coltan, qui est en fait la période actuelle avec une guerre qui a fait et qui continue à faire des centaines de milliers de morts dans l'est du Congo. Voilà en 2 mots. Alors il y a beaucoup de choses et c'est difficile quand on se met à écrire un livre ou à réaliser un film de savoir quel est vraiment le point de départ. Mais c'est vrai que ça a joué. Moi j'habite à Kwem et en allant travailler dans une association de quartier, je passais régulièrement devant une statue, le buste d'un personnage qui s'appelle le commandant Lemaire, au centre de Kwem, qui est aussi un personnage qui a droit non seulement à une statue, mais aussi à un nom de rue. Et puis, je me suis informé, parce que cette statue avait été payée par le cercle colonial borin, donc du borinage. Et j'ai constaté, j'ai découvert que ce personnage est en fait un criminel de guerre, que c'était quelqu'un qui était au service de Léopold II dans les années 1880-1890 et qu'il est responsable de la mort d'un très grand nombre de Congolais et entre autres de 178 résistants katangais. Et le film est d'ailleurs dédié à ces résistants-là. Alors ça, c'est un point de départ. On pourrait, voilà, un autre point de départ, c'est aussi qu'il y a très longtemps, j'ai été au Rwanda et puis dans ce cadre-là, on a fait une petite incursion dans l'est du Congo. C'était en 1997 et là, on a été guidé par un monsieur, un Congolais, qui nous a parlé pour la première fois. J'ai entendu parler du coltan et qui nous a dit, vous allez voir, dans les années à venir, ce coltan, on va encore beaucoup en parler. Et puis 20 ans plus tard, on pourrait dire presque 23 ans plus tard, il y a eu une guerre là-bas pour le coltan, le cobalt et d'autres minerais, qui a fait, selon les estimations, entre 500 000 et quelques millions de morts. Voilà, ça, ce sont des choses qui m'ont amené à ce film. Et il y a aussi, pour tout dire, le fait que j'ai travaillé très longtemps dans une ONG qui fait ce qu'on appelait avant de l'éducation au développement. On n'ose plus utiliser ce terme, maintenant on parle d'éducation citoyenne, et que je me suis rendu compte combien l'ignorance était réelle parmi les élèves et les enfants et les jeunes, mais aussi parmi les enseignants. Et puis on dit qu'on veut former des futurs citoyens. Et puis en même temps, j'entendais le ministre des Affaires étrangères, d'il y a quelques années, Karel de Gucht, qui disait à des officiels congolais lors d'une visite là-bas, vous n'allez quand même pas vendre notre Congo de Léopold II au Shintok. Ce sont les mots qu'il a utilisés, dixit la journaliste bien informée Colette Brackman. Et je me dis, comment on fait de l'éducation citoyenne avec des élèves qui ne savent même pas que la Belgique a eu une colonie? Parce qu'en même temps, il y avait une étude qui avait été faite, une enquête qui montrait qu'un élève sur 2 à 18 ans ne savait pas que la Belgique avait eu des colonies. Ça, c'était dans l'enseignement de qualification et l'enseignement professionnel, mais dans l'enseignement général, c'était 1 sur 4, c'est qui est quand même énorme. Comment ces élèves peuvent voter en connaissance de cause? C'est peut-être toutes ces choses mélangées, voilà.
Je crois que tous les lieux sont importants, hein, l'espace public, les musées, le néocolonialisme économique, mais l'enseignement, c'est sûr que c'est essentiel, parce que quand on voit, quand on constate cette ignorance dont je parlais à l'instant, bon, c'est une ignorance pour les élèves qu'on appelle les belgo-belges, mais c'est aussi une ignorance de leur propre histoire par les jeunes afrodescendants. Donc il y a une histoire, leur histoire, qui est tout à fait ignorée, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors la situation dans l'enseignement en Belgique, en tout cas en communauté Wallonie-Bruxelles, c'est que le dernier référentiel pour l'enseignement général date de 1999, et dans ces référentiels, il n'y a pas d'obligation pour les enseignants d'aborder la colonisation belge, donc concernant le Congo, le Rwanda, le Burundi. Il faut, d'après ces référentiels, que les élèves soient capables, au bout de leurs études, d'identifier ce qu'est la colonisation, ce qu'est une colonie, ce qu'est un processus de décolonisation, etc. Mais l'enseignant peut très bien prendre l'exemple du colonialisme anglais en Inde, par exemple, ou d'une colonisation portugaise au Brésil. Donc il n'est pas tenu d'aborder la colonisation belge. Alors ça change. En 2015, on a introduit des nouveaux référentiels, mais uniquement pour l'enseignement de qualification, donc technique et professionnel. Mais là, il y a aussi plein de choses à dire, quoi. Déjà, c'est significatif qu'on a introduit dans l'enseignement technique et professionnel, probablement en se disant, comme un grand nombre d'élèves afrodescendants sont dans cette filière-là, ou sont orientés vers cette filière-là, et que ça concerne les gens d'origine africaine, ben voilà, on va commencer par eux. Mais alors, quand je dis qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est par exemple que même là, c'est déjà bien qu'il y a quelque chose, c'est mieux que ce qu'il y avait précédemment, mais tout est fait du point de vue des anciens colonisateurs. Donc on aborde la question coloniale comme une question de migration, comme si les mouvements de population des quelques Belges qui ont été au Congo est une migration. Ça n'a évidemment rien à voir. D'ailleurs, les Belges ont été toujours très très nombreux, hein, très peu nombreux. Jusqu'en 1914, il y en avait 3500 au Congo. Ils étaient 14 ou 15 000 avant la Deuxième Guerre mondiale, et ils étaient 80 ou 90 000 à l'indépendance, pour une population de peut-être 15 millions d'habitants. Donc c'est pas du tout une question de migration, c'était une question de domination d'une petite partie, des colons sur une énorme population. Donc on ne prend pas en compte le point de vue des colonisés, et pire encore, on aborde l'histoire coloniale en parlant évidemment de Léopold II et du Congo belge, etc. Mais seulement, on n'aborde pas du tout la résistance du peuple et des peuples colonisés. On arrive à donner un cours d'histoire sans mentionner, dans les référentiels en tout cas, le nom de Patrice Lumumba. On passe donc du Congo belge à Mobutu, comme si Lumumba n'avait pas existé. C'est vrai qu'on a fait disparaître son corps, donc pour les Belges, il n'a pas existé, effectivement. Le long du fleuve rôde un oiseau de malheur qui s'appelle Nkoukoulou. Ses ailes ont la couleur de la nuit et son corps la couleur du sang. C'était en tout cas une volonté. C'est sûr que l'image qui est donnée des peuples colonisés, c'est dans le meilleur des cas des victimes, mais on ne donne jamais l'image, ou très rarement l'image, de peuples qui ont résisté. Donc à partir de 1885, le moment de la fondation de l'État indépendant du Congo, jusque dans les années 20 et même 1920 et même au-delà, il y a eu ce qu'un historien congolais appelle une véritable guerre de 30 ans. C'est
Ndewel Nziem, qui explique ça dans son histoire du Congo. Et ça n'a pas arrêté. Ça a arrêté depuis l'arrivée de l'armée coloniale. Et par exemple, l'épisode, on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais des 178 victimes du commandant Lemaire dont je parlais il y a un moment, c'était pas seulement des victimes, c'était 178 résistants qui ont décidé d'échapper à la répression en se retirant dans des grottes qui étaient réputées inexpugnables, les grottes de Chamakele. Et le monsieur qui a mené cette résistance, Mouloumé Diama, que j'ai appelé Kuba dans le film, était quelqu'un qui avait déjà mené d'autres actes de résistance. Et ça n'a pas arrêté. Là, on était en 1899, mais de 1895 à 1899 ou 1900, il y a eu la révolte de la colonne d'Anis. Alors, c'est quoi la révolte de la colonne d'Anis? C'était des soldats de la force publique qui étaient, pour la plupart, comme on sait, enrôlés de force, et qui est d'Anis. D'Anis est un baron qui a droit à une rue ici. Il a été nommé baron pour ses actes de bravoure. Et il a droit à une rue à Etterbeek. Et ce monsieur a mené la campagne, est un de ceux qui a mené la campagne anti-arabe, anti-esclavagiste. Et les soldats de la force publique étaient tellement maltraités que pendant 5 ans, ils se sont rebellés et ils ont mené une guérilla tout à fait incontrôlée par les officiers belges pendant 5 ans. Donc il y a eu ça. Il y a l'historien congolais dont je parlais tout à l'heure dénombre une quinzaine de révoltes importantes jusque dans les années 30 et même au-delà, ça a continué. Toute l'histoire de la colonisation est une histoire en fait de résistance. Par exemple, en 1931, il y a dans une énorme plantation d'huile de palme qui appartenait à M. William Lever. M. William Lever est un anglo-saxon qui a donné son nom après au groupe Unilever, une multinationale qui est toujours bien en place là. Il avait droit à une concession d'huile de palme qui représentait une surface correspondant 2,5 fois la Belgique, mais c'était bien après Léopold II, ça c'était du temps d'Albert Ier. Eh bien, il y a eu là une résistance après la chute des prix de l'huile sur le marché mondial, la crise de 1929, une révolte des Pendé dans le Kwilu qui a duré aussi des années, mais dont on n'a jamais parlé. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant de compulser des ouvrages d'histoire. En 1941, il y a eu une grève. J'avais un lapsus tout à l'heure en parlant de Marron, mais son prénom c'était Amour Marron. Et ce monsieur était un officier belge de la force publique. Il a massacré presque à bout portant 200 personnes dans une mine de cuivre en 1941 au Katanga. Puis il y a eu la lutte de Lumumba, il y a eu des tas de choses, et même au-delà des guérillas qui ont été menées. Il y a eu Pierre Moulélé, il y a eu Soumalio dans les années 63, et même maintenant, on ne parle jamais. Et une journaliste intéressante comme Colette Bragman dit, on présente toujours le peuple du Kivu comme des victimes. Ils sont victimes, mais il y a aussi une résistance énorme dont il faudra un jour écrire l'histoire. Et j'espère que ça sera effectivement. Moi, je crois que ça contribue au discours qui doit cacher en fait le processus de domination. Donc, il faut pouvoir montrer que les colonisés ne se sont pas opposés à la colonisation, qu'ils étaient des bénis oui-oui, qu'ils ont été même contents, qu'ils ont été dans le sens de la colonisation. Et ça, c'est essentiel, parce que je pense que c'est pas une question d'opposer des Blancs à des Noirs, mais je pense qu'en Belgique même, des gens qui, même du temps de Léopold II, luttaient dans les entreprises, luttaient dans les mines pour abolir le travail des enfants, ne pouvaient, s'ils avaient connu ces faits-là, ne pouvaient être
que solidaire, ou en tout cas avoir une ouverture par rapport à ça. Non, il fallait montrer que ces gens étaient des gens qui ont accepté la colonisation, et même qu'ils ont accueilli l'arrivée de la lumière, puisque la lumière, l'étoile, ça représente la lumière dans l'obscurité. L'étoile du drapeau congolais, c'est la lumière de la civilisation qu'on apporte dans l'obscurité. Il fallait montrer que ça permettait aux Congolais eux-mêmes de progresser. Et lié à ça, bon, c'est autre chose, mais c'était dans le début, la fin des années 1800 et le début des années 1900, c'était toute l'époque des os humains. Le cinéma n'existe pas encore à ce moment-là, ou était très peu développé. Donc il fallait amener des gens de là-bas pour montrer tout ce que le colonisateur amenait comme bienfait aux colonisés. Même si suite à ça, à Tervuren par exemple, il y a 7 personnes qui sont mortes. On les a amenés aussi, c'était jusqu'au mois de novembre, et on les obligeait à vivre dans un soi-disant village de huttes, à moitié habillés, et les 7 tombes des personnes, y compris des femmes et des enfants, sont là au pied de l'église de Tervuren. Donc de même que l'église a contribué à donner cette image, c'était des gens pas civilisés, donc tout ce qu'on a fait là-bas, c'était leur amener la civilisation et les sortir, entre autres, de l'esclavage mené par les Arabes, bien sûr, ce qui cadre bien avec le discours actuel, qui continue à bien cadrer avec le discours actuel d'islamophobie. Jibu yangu ni hapana. Watoto wetu ni wagonjwa, watu wamechoka, tafadhali tukufe hapa. Mwendeje peke kutafuta ile mpira yenu. Insolent, va. Tu vas voir qui commande ici. Et vous là, vous voulez du spectacle? Vous allez en avoir. La question de la violence dans le film, c'est une question que je me suis posée, et je vais dire qu'au fur et à mesure que j'ai avancé dans la réalisation du film, parce que ça a duré quand même quelques années, hein. Depuis le début, l'écriture du scénario, la documentation, etc., j'ai travaillé 5 ans, et donc les choses évoluent en 5 ans. Nous-mêmes, on évolue aussi. Et au départ, le film était destiné à un public plus jeune. Je vais même dire, au départ, c'était une histoire, entre guillemets, animalière. Je ne voulais pas trop brusquer les enfants, et c'était, voilà, il y avait des chats noirs, des chats blancs, etc. Et puis, j'ai très vite laissé tomber ça, et je me rends compte, au fur et à mesure que j'avançais dans la réalisation, et certainement une fois que les images étaient bouclées, qu'en fait, pour moi, le film n'est pas destiné à des jeunes enfants. Et maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti. J'ai participé à un grand nombre d'animations et de débats, y compris avec des jeunes, des plus jeunes, des adultes, etc. Et je me rends compte que... Voilà, là où ça passe le mieux, c'est s'il touche un public à partir de 14-15 ans, ou même fin du secondaire, ou même au-delà, puisqu'il a été aussi montré dans des écoles supérieures, des futurs enseignants, ou alors un tout public. On a eu des rencontres, par exemple, avec des syndicalistes, des travailleurs qui n'étaient pas du tout au courant de ces faits-là, et c'était parfois des rencontres très très riches, parfois même plus riches qu'avec des enfants. Parfois on identifie animation, ça veut dire automatiquement enfant. Alors voilà, je pense qu'un enfant n'est pas l'autre, et si un enfant peut entrer dedans, il peut le comprendre. Mais la question de la violence, je trouve que c'est essentiel de la montrer. Il n'y a pas de complaisance, je pense, par rapport à la violence. Elle est là. On ne peut pas faire un film, pour moi, sur la Shoah sans montrer ce que c'est que la Shoah. Ça a été fait, hein. Il y a des films qui on ne montre pas. Non, je crois qu'il faut la montrer. Mais la question de la violence, pour moi, n'est pas... je trouve qu'elle ramène aussi à la question des excès. Souvent, on parle des excès du colonialisme. Et là, on me parle souvent des mains coupées. Effectivement, ce sont des choses très dures. Mais je crois que ce n'est pas une question d'excès. Il ne faudrait pas que les mains coupées soient l'arbre qui cache la forêt. En fait, c'est un système. Et le système de domination, même à côté des images de violence, est pour moi plus important que les images-là qu'on pourrait vite cataloguer comme justement des excès de Léopold II ou de cette époque-là. Pendant des semaines, la commission d'enquête du roi a siégé dans un tribunal le long du fleuve.
avec quelques sages venus de Belgique. Hii bwana sheria ni wananchi 182 wameua siku moja na waaskari ya mfalme. Et ceux-là, les plus petits? Wale ni watoto 76 wameua siku moja. Wa mdogo akukuwa na mwaka moja. Wamemupiga kichwa chini. Alikuwa mtoto wangu mwanaume. Même les juges les plus endurcis connaissent des moments de faiblesse. Suspension de séance. Il y a eu une commission d'enquête, enfin je passe les détails, en 1904 ou 1905. Et là, il y a un chef qui s'appelle M. Lontoulou, qui était un chef local, qui a résisté, et qui vient à un moment avec 110 petits bâtonnets. On a représenté ça dans le film, et on lui demande, le juge, qui est un juge belge, enfin là il y avait un belge, un suisse, un italien, je pense, des sages, entre guillemets, des sages, et on lui demande ce que représentent ces bâtonnets. Il dit, ces bâtonnets, ça représente les 110 personnes qui ont été massacrées par les soldats du roi dans le village. Et puis il raconte l'histoire de son fils, qui a été un enfant d'1 an, qui a été saisi par un soldat et qui a été projeté sur le sol et sa tête fracassée sur le sol. C'est l'horreur totale. Et puis entre-temps, on voit quelques images, les mains coupées, les corps qui flottent sur le fleuve, etc. Et il y a des juges, ça n'apparaît pas dans le film, parce que sinon j'aurais dû faire un long métrage, j'en avais pas les moyens. Il y a des juges qui sont indignés et qui posent une question à un autre monsieur qui est là. L'autre monsieur qui est là, c'est le directeur de l'ABIR, l'Anglo-Belgian Indian Rubber Company, donc une société caoutchoutière anglo-belge, où il y a eu les pires des horreurs, où les pires des horreurs se déroulaient, dont celle-là. Et le juge s'adresse à ce directeur et il dit, Monsieur Lontin, ce monsieur s'appelait Lontin, vous venez d'entendre ces horreurs qu'on vous décrit là-bas pendant des jours et des jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et lui répond, je voudrais le citer, mais je vais citer de mémoire, il répond, Monsieur le juge, je ne peux pas nier, ça s'est passé, ces choses-là, et je ne peux pas vous les expliquer, mais ce que je peux vous expliquer, c'est le système qui a permis ces horreurs-là. Et le système, c'était quoi? C'était que les gens, les colons belges qui étaient là-bas, et les gens de la force publique, les officiers qui étaient là-bas, les petits chefs qui étaient là-bas, les capots qui étaient là-bas, qui menaient le travail forcé, et ils recevaient des primes au nombre de tonnes ou de kilos de caoutchouc qui étaient collectés, et au plus il y avait de tonnes de caoutchouc, au plus ils étaient payés. Et des gens là-bas sur place, un agent du roi qui s'appelle Simon Roy, avec un nom prédestiné, avait fait des statistiques dans son petit calepin, et il avait constaté que si on utilisait le système des mains coupées et des armes, avec les munitions qui n'étaient pas gaspillées, mais il fallait les consigner. Et voilà, pour chaque munition utilisée, il fallait ramener une main coupée comme preuve qu'on n'avait pas été chassé un antilope. Eh bien, il avait remarqué que ça donnait plus de caoutchouc et donc plus de salaire à lui. Et c'est ça le système. Donc ce ne sont pas des excès, comme ici, c'est pas un excès de la police. L'affaire de George Floyd ou l'affaire hier dans la rue d'Erscott où une députée européenne afrodescendante allemande s'est fait contrôler violemment encore par la police. C'est pas un excès, c'est pas un acte individuel, c'est un système qui mène à ces excès. Et je crois que c'est ça constamment qu'il faut rappeler. Le colonialisme, c'est une affaire de domination. D'ailleurs, un des derniers gouverneurs, M. Reckmans, qui est un gouverneur éclairé, le dernier livre qu'il a écrit, c'est « Dominer pour servir ». Et on disait que c'était un livre éclairé et progressiste, mais comment peut-on servir par la domination? Donc, qui dit domination, dit nécessairement excès. Et plus qu'excès, quoi. C'est un système quotidien, en fait. Je sais que tout est dans tout, les liens sont dans tout, mais George Floyd, je ne connais pas ce monsieur-là, ni son histoire familiale, etc. Il y a des chances qu'il soit un descendant, ça remonte à plusieurs générations,
d'esclaves qui ont amené là. Par exemple, dans le sud des États-Unis, selon les études, une personne sur 4 des esclaves qui ont été déportés provenait de la région proche de l'embouchure du fleuve Congo, donc de la région équatoriale. Donc pendant 350 ans, on a vidé toutes les forces vives de la région du Congo et de tas d'autres pays, puisque ça s'est étendu jusqu'au Sénégal et encore plus loin. Et c'est clair que la traite des Noirs et l'esclavagisme a précédé dans le temps, mais aussi a préparé le colonialisme et a affaibli les résistances. Il y a eu des tas de résistances, mais ça a affaibli les résistances. Et au-delà de ça, le colonialisme fait aussi que s'il y a des populations nombreuses afrodescendantes ici, à Matongé ou ailleurs dans des tas de quartiers, c'est dû à ce moment de l'histoire. Et moi, j'ai travaillé longtemps, je disais tout à l'heure, avec des jeunes et des élèves et des enfants dans un quartier aussi dit difficile du Borinage. Donc j'ai eu beaucoup de contacts avec des jeunes qu'on dit désorientés, etc. Et j'ai senti chez beaucoup de ces jeunes une grande rage. Et le film, c'est aussi un peu ça. Cette rage qui est en eux, sur lequel souvent ils n'arrivent pas à mettre de mots, je suis sûr que c'est lié, enfin je suis sûr et pas seulement moi, il y a des tas de gens qui disent ça, que c'est lié à ce passé colonial. Wanafikiri kututosha na sila. Tafadhali kufa kuliko kuishi utumwa. Unajua Abu, siku moja jua itarudia. Tazama ile ninakupatia, baadaye utapatiaka mtoto wako wa kwanza, itaendeleka milele. Sasa kimbia, ungaliki kijana, uko na mwili ndogo, utaweza pita kati ya mawe. Uende kuelezea dunia mzima mambo imepitikana huku. Le personnage principal s'appelle Abo. Elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, belgo-congolaise, elle a 17 ans. Et son aïeul, qui a combattu le colonialisme du temps de Léopold II, s'appelle aussi Abo. Donc ce n'est pas évidemment un hasard. Et à un moment, Abo est la seule survivante, Abo l'aïeul est la seule survivante du massacre dans la grotte de Tchamakélé, où 178 personnes ont tout simplement été enfumées par le commandant Lemaire, qui a sa rue dans mon quartier, là-bas près de Mons. Eh bien, Abo, ça c'est la fiction, est la seule survivante, et son grand-père, Kouba, qui a mené cet acte de résistance, lui a dit « Écoute ma petite fille, tu vas sortir d'ici et tu vas raconter au monde entier ce qui s'est passé ici. » Et puis on voit Abo de Belgique, de 17 ans, qui voit ces images-là, qui découvre ces images-là dans son passé, et qui dit Abo a la rage, Abo mon ancêtre, elle a la rage, je comprends ce qu'elle a, elle a la rage, et moi sous-entendu, moi aussi je vis cette rage-là, et je veux en faire quelque chose, et donc ce qu'elle va le faire, ça c'est la fiction, elle décide d'en faire un film, puisque dans l'histoire, c'est pas Jean-Pierre Grillet qui a réalisé ce film, c'est Abo Ikoyo. Ikoyo étant aussi le nom d'un grand résistant à l'horreur caoutchoutière des années 1880 au Congo. Je crois que c'est essentiel, surtout dans le débat actuel, puisqu'on est en plein débat par rapport à l'espace public, déboulonner ou pas les statues de Léopold II, etc. Je crois que c'est essentiel parce que ce qui est souvent répondu, c'est qu'il faut séparer l'époque de Léopold II, et même certains historiens bien en place, ici, de l'ULB par exemple, disent ça. Il faut séparer l'époque de Léopold II et ce qui s'est passé après. Léopold II, c'était sa propriété personnelle, etc. D'accord, il a commis des excès, il a commis des massacres, et voilà, comme si ça se tenait à sa personne propre. Non, je pense que c'était déjà à ce moment-là un système. Et si on a donné carte blanche à Léopold II, c'est pas parce que Léopold II avait une grande barbe et était très malin et a pu rouler tous les autres à la conférence de Berlin, c'est aussi parce que ça arrangeait
certains, ça arrangeait les grandes puissances à ce moment-là, la Prusse, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Et l'État indépendant de Léopold II a été créé là-bas comme un État tampon entre les autres pour favoriser le commerce libre. On parlait déjà de libre-échange, le commerce libre sur l'embouchure du fleuve Congo. Donc ça répondait à ça. Léopold II, bien sûr, on connaît sa mégalomanie, tout ça, mais c'est pas ça l'essentiel. Et les excès de Léopold II, c'est pas l'essentiel. Et je pense qu'il faut sans cesse avoir à l'esprit que le Congo belge n'a pas été fort différent du Congo de Léopold II. Et je dois dire que ce film s'est aussi construit un peu, parfois de façon interactive, et que par exemple la comédienne principale, celle qui prête sa voix au personnage principal, est une comédienne fabuleuse qui s'appelle Babetida Sadjo. Et quand elle devait dire le texte, à un moment, on passe de l'époque l'État indépendant du Congo au Congo belge, et je crois que j'avais mis une phrase du style « Les choses n'ont pas vraiment changé pour les Congolais ». Et elle a dit « Non, on enlève ce vraiment. Les choses n'ont pas changé pour les Congolais ». Et on a discuté, et je trouve qu'elle avait tout à fait raison. Fondamentalement, les choses n'ont pas changé. J'ai parlé tout à l'heure de la répression de la révolte des Pendé au Kwilu, c'était en 1931. Je voudrais dire aussi, dans le film, on parle de l'épopée du chemin de fer. Ça, c'était dans la fin des années 90. C'était un chemin de fer à petit gabarit qui devait permettre d'exporter le caoutchouc, donc de ce qu'on appelle la capitale maintenant, Kinshasa, vers Matadi, à travers une région montagneuse et très difficile. On a mis 3 ans pour faire 22 kilomètres au prix de centaines, si pas de milliers de morts à ce moment-là. Le roi a décidé de construire un grand chemin de fer pour exporter le caoutchouc plus vite vers la Belgique. Chaque village est tenu de fournir 50 hommes valides. À défaut d'hommes, il fournira 75 garçons de 8 ans et plus. Niko mtoto ya mwami mkubwa. Hamutapata watoto wetu. Mulibeba baba yangu juu mpira. Sitapata kulala juu ndoto mubaya. Kule wanasema kama kuko kifo kwa kuvuka. Il se fait qu'on a rénové ce chemin de fer entre 1921 et 1929, donc bien longtemps après la mort du pauvre Léopold II. On était sous Albert Ier. Eh bien, on cite qu'il y avait 60 000 personnes qui ont travaillé sur ce chantier, et ça a coûté la vie de 7 500 personnes. Et ça, ce sont les chiffres, pas d'un historien gauchiste, mais de David Van Reybrouck, qui est un écrivain grand public, qu'on a parfois critiqué, mais enfin, c'est lui qui cite ces chiffres-là. Donc, pour dire que sous la colonie belge, ça a continué, et au-delà, sous Mobutu, qui était l'allié, n'oublions pas que c'était quand même l'allié et même un ami personnel de notre roi Baudouin, et que quand notre Premier ministre Wilfried Martens a été là-bas, il aimait le peuple, il a dit « j'aime ce peuple », et j'aime ses dirigeants. Et c'était dans les pires moments de la dictature de Mobutu. Ça a continué sous le pillage de la Belgique et de l'Occident du Congo avec la collaboration de Mobutu. Et pire, ça continue maintenant avec tout ce qui se passe à l'est du Congo. Et souvent, quand il y a des débats après le film, je suis un peu relégué comme ça dans les statues de Léopold II, les mains coupées et ces choses-là. Mais je trouve essentiel de montrer qu'il y a un lien et que c'est la continuité, quoi. Et que maintenant, on ne parle pas de la fin de la colonie belge et du passage après à l'État soi-disant, à l'indépendance du Congo. Mais par exemple, en 1955, 25 000 salariés belges gagnaient là-bas la même somme que 1 200 000 travailleurs congolais. Donc on peut imaginer, si c'est pas ça de l'apartheid, entre 1950 et 1960, donc les 10 dernières années de la colonie belge, 25% des bénéfices cotés en bourse ici, à la bourse de Bruxelles, provenaient de la colonie, et on a rapatrié l'équivalent de 1 milliard d'euros.
ce qui, pour cette époque-là, était une somme fabuleuse. Et après, ce sont les mêmes, peut-être pas tout à fait les mêmes, il y a les mêmes et il y en a d'autres, puisqu'ils continuent à tirer les ficelles, je veux parler des multinationales, qui provoquent une guerre pour le coltan, le cobalt et des tas d'autres métaux rares. Et ça, ce ne sont pas une vue de l'esprit. Il y a des gens qui voient le film et qui croient que le bâtiment d'où Abo observe Bruxelles, qui s'appelle... C'est un jardin suspendu sur Business Europa, que c'est quelque chose que j'ai inventé pour les besoins de la fiction. Donc ça existe. C'est à 2 kilomètres d'ici. Avenue de Kortenberg, près des bâtiments européens, et c'est un lobby patronal énorme, quoi, qui se bat pour que les multinationales ne payent pas de taxes ou payent le moins de taxes possible là-bas au Congo, qui se bat contre le code minier pour que on puisse piller à l'aise les ressources du Congo et d'autres pays, bien sûr, aussi.